Aujourd'hui, j'ai eu envie de changer un peu, donc on est dans un autre décor. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Là, la vidéo quand elle sort, on est début octobre et je me suis dit c'est le mois parfait, l'occasion parfaite de vous faire une vidéo recommandation de lecture automnale. Donc je me suis armée de ma pile de livres, vous la voyez pas à leur champ et au mieux parce que c'est tout un bazar. Je vais essayer d'être exhaustive, d'être rapide dans ma présentation des livres parce que sinon on y est encore demain. Et je m'en suis gardée pour d'autres années. Comme ça, si tous les ans je fais une vidéo recommandation autour de l'automne, bah, j'aurai de quoi faire. Et en plus vont se rajouter d'autres lectures que je vais faire cette année dans le cadre du pumpkin et autres. Bref. Et pour m'accompagner dans cette petite vidéo, je me suis fait une boisson automnale, un chai latte à la cannelle, au gingembre et au clou de girofle. Et maintenant que je suis pareil, il va être 17 h, donc l'heure du thé. C'est parti! Alors la vidéo, je l'ai répartie par thématique, puisque l'automne c'est le vaste sujet qui va tous les relier. Ce sont tous des lectures parfaites pour la saison, ok ça on a compris Nina, mais pour structurer un peu mon propos, je vais vous recommander des sous-catégories, un peu comme les menus pumpkin, et ça pourra vous aiguiller, vous aider à faire un choix aussi en fonction de vos propres goûts, parce que l'automne c'est une saison dans laquelle on peut caser plein de lectures différentes, plein de genres, plein d'ambiances différentes, vous allez voir. Et comme l'automne, ça commence officiellement le 22 septembre, j'étais obligée de commencer ces recommandations avec des lectures un peu rentrée scolaire, n'ayez pas peur, un peu academia, voire dark academia. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet. La dernière vidéo sur la chaîne, c'est ça, n'hésitez pas à aller la voir, ça m'a pris beaucoup de temps à écrire, à tourner, à monter, allez la voir s'il vous plaît. Donc je disais, j'ai deux lectures Dark Academia, qui seraient parfaites en fait pour le début de l'automne, même si c'est un petit peu passé, septembre ça y est, c'est derrière nous, mais il n'est jamais trop tard pour lire ces livres parce qu'ils sont géniaux. Et sinon, ça pourrait être pour votre pal de l'année prochaine, de l'automne 2026. Et donc, automatiquement, si vous avez vu ma vidéo sur l'évolution de la Dark Academia, vous avez déjà entendu parler de ces livres. Oui, j'ai pas fait non plus... je suis pas allée chercher bien loin parce que il y en a un, c'est un classique. J'étais obligée de vous en parler. Je continue ma propagande, hein, la chaîne elle est faite pour ça. Je parle bien entendu du Maître des Illusions de Donna Tartt. Ici donc il est chez Pocket. Et si jamais vous voulez le lire en VO, c'est The Secret History. C'est un classique de la Dark Academia. Puis comme je disais dans ma vidéo, c'est un peu le roman sur lequel s'est basé ce genre, cet engouement sur les réseaux sociaux. Mais alors, The Secret History, ça parle de quoi ? Ça se passe à l'université fictive d'Hamden dans le Vermont. C'est ce genre d'état de la côte est des États-Unis. Au nord, vous voyez un peu tout ce qui va être proche du Canada. Ce qui fait qu'on est vraiment dans une ambiance forêt, automnale. Le froid s'installe très rapidement, temps un peu maussade et tout. L'atmosphère que j'adore. Et si vous êtes comme moi des fans d'automne, je pense qu'on se comprend. Et dans cette université fictive, on va suivre donc le personnage de Richard qui est notre narrateur, qui va intégrer une classe de grec ancien hyper sélective, à quel point qu'il n'y a que 5 autres élèves et avec un professeur, Julian, qui est hyper charismatique. D'ailleurs, tous les élèves de ce groupe très restreint sont hyper charismatiques. Et Richard, lui, va être intégré à ce groupe un peu... sectaire, j'ai envie de dire, puisque vraiment c'est ils se sentent au-dessus des autres, ils parlent entre eux en grec ancien pour pas être compris, enfin c'est vraiment des gens assez particuliers, pas forcément très aimables, mais en tout cas des personnages fascinants à suivre. Il va intégrer donc ce groupe-là et un groupe qui est à la recherche de... comment dire, comment ne pas trop en dévoiler, une sorte idéal antique tout autour de, par exemple, Bacchus, les bacchanales. D'ailleurs,
je me suis longtemps demandé pourquoi le maître des illusions pour le titre français, et je crois que c'est en référence à ce dieu-là en fait. Sauf que comme dit la couverture, les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles, et ça va être une histoire de secrets, de relations étranges et de meurtres. Puisque le roman commence, on sait que quelqu'un a été tué et que tout va être un retour en arrière. Quelqu'un dans ce groupe a été tué. Qui? Je vous spoil pas, mais c'est la première ligne. Mais surtout pourquoi et comment. J'adore ce livre, c'est un futur classique, c'est un classique moderne je pense, et voilà pourquoi je vous le recommande si vous voulez découvrir ce genre, ou si vous voulez une bonne lecture avec du suspense et avec une ambiance dingue. On va rester dans l'Academia, mais dans le côté Light Academia, avec un beau pavé. Voilà, c'est Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yearmont aux éditions Hurlevent. C'est le premier des éditions Hurlevent qui est sorti. Il est vraiment très joli. J'adore l'esthétique de cette maison d'édition avec ses livres reliés et cette charte graphique qui fait vraiment vieux livre, un peu classique anglais. Vous voyez peut-être ce que je veux dire. Et donc là, on est dans de la Like Academia parce qu'il n'y a pas d'histoire de meurtre. Tout simplement. On va suivre donc Millie Davis qui est une... Je le repose parce qu'il est lourd à porter à une main. Millie Davis qui est une autrice, une jeune autrice qui a eu un best-seller avec le premier tome de son roman Une historique. Sauf que, problème, il y a eu des retours, des critiques négatives qui l'ont un peu marqué, comme quoi elle avait fait des erreurs du point de vue historique, des anachronismes. Et ça l'a tellement chamboulée qu'elle décide de se réinscrire à l'université dans des cours, donc un cursus d'histoire, pour, dans l'écriture de son tome 2 de cette chronique historique, pouvoir vraiment être au mieux au fait de comment ça se passe à l'époque, puisque c'est un sujet hyper intéressant. Genre le roman qu'elle écrit, Millie, dans celui-là, mise en abîme, j'aimerais vraiment le lire s'il existait, voilà. Ça va être en fait l'histoire, la vie d'une jeune fille qui se passe, alors c'est au 18e siècle si je dis pas de bêtises, et donc on va voir sa vie et décennie par décennie, son enfance, son adolescence, etc. Et là elle est dans l'écriture du tome 2, bref. J'ai beaucoup aimé en tant qu'autrice ce côté, ses carnets d'écriture, l'écriture qu'elle va mener tout au long du roman. Mais à côté de ça, il y a ce côté, cette ambiance fac d'histoire, aussi tout ce qui va être recherche d'archives, parce qu'elle va vouloir trouver des documents de l'époque pour l'écriture de son roman. J'ai beaucoup aimé cette ambiance, et en plus, parfois, à un moment donné, elle va en Écosse. Et c'est un rêve que j'ai moi-même réalisé cette année, au printemps, je suis allée à Édimbourg, j'ai adoré, je rêve d'y retourner en automne. Donc voilà. Côté universitaire, écriture, Cozy Academia, ton automnal, c'est très cosy. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, j'aimerais bien vous parler de classiques. Je les mets au début de la vidéo également. C'est pas que ça se lit en septembre, ça se lit n'importe quand des classiques, mais dans ma tête, je me dis, je les mets au début de mon propos. Parce que, comme c'est des classiques, il y a plein d'autres œuvres qui ont découlé de ces œuvres-là, parce qu'elles ont été, vous allez voir, la source d'inspiration, l'origine de tant de choses qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, je vous ai sélectionné des classiques automnaux, dont l'ambiance est parfaite pour la saison. Et je vais commencer tout de suite avec Les Hauts de Hurlevent. Alors là, c'est Les Hauts de Hurtebise, puisque j'ai la nouvelle traduction. Qui est super, je vous recommande cette nouvelle traduction, à part juste le titre qui change, ça peut décontenancer quand on est habitué à Hurlevent, mais en tout cas la traduction elle est super, elle est moderne, sans dénaturer le texte, elle est très fidèle aux propos. Donc Les Hauts d'Hurlevent d'Émilie Brontë. Pourquoi je vous le recommande? Encore une fois, il est lourd, je le pose, parce que déjà les Sœurs Brontë, je pense qu'il faut avoir lu au moins l'une de leurs œuvres. Elles sont 3 pour l'instant, j'ai pas lu encore l'œuvre d'Anne Brontë, mais que ça soit Charlotte Brontë et Émilie, je trouve que ces femmes, elles sont tellement talentueuses, elles ont écrit ça très jeunes, dans une société, à une époque où les femmes qui écrivaient n'étaient pas vraiment mises en valeur, d'ailleurs elles ont écrit sous des pseudos masculins.
Et Émilie, c'est son unique œuvre romanesque, parce qu'elle a écrit des poèmes, c'est son unique œuvre romanesque. Elle est décédée tellement jeune et on se demande comment elle a pu écrire un roman aussi puissant, aussi poignant, aussi torturé à son jeune âge, en n'ayant jamais quitté sa maison, sa petite maison sous la lande. Et justement, c'est sur la lande, cette ambiance-là, cette lande anglaise, avec la brume, les arbres, le vent qui souffle, la pluie, enfin... Je trouve que Hurlevent, Hurtebise et la couverture reflètent très bien cette ambiance. Et on va être sur une histoire de... Je vous montre l'arrière. On va être sur une histoire de personnages torturés, de personnages révoltés, de personnages qui vont s'entre-déchirer. C'est pas une histoire d'amour, hein, faut pas y croire ça. C'est une histoire de souffrance et de vengeance. Ces deux personnes, Catherine et Heathcliff, qui s'aiment mais qui ne savent pas s'aimer sans se faire mal. C'est des personnages qui sont détestables et c'est ça qui les rend fascinants. Et on va suivre la vengeance d'Heathcliff de génération en génération. J'avais pas besoin de vous le présenter, je pense que c'est tellement un classique, mais voilà, l'ambiance est dingue. Moi je l'ai découvert à l'automne dernier parce que j'ai fait une lecture commune avec mon amie Perceline et je me suis dit mais où j'étais toutes ces années? Pourquoi avoir perdu 26 ans de ma vie à ne pas l'avoir lu? J'adore. Je vous en reparlerai très bientôt. Il se peut que la prochaine vidéo de la chaîne soit dédiée à la future adaptation des Hauts du Hurlevent, parce que j'adore cette œuvre et j'ai plein de trucs à dire. Et donc, je vais vous parler d'Émilie et de Charlotte. Donc, automatiquement, je vous parle de Jane Eyre. Oh, la couverture est pas la plus top, mais elle fait un peu automnale. Voilà, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je sais qu'il y a souvent deux teams, la team Hurlevent, la team Jane Eyre. C'est dur de choisir. Moi, je suis un peu des deux. Moi, je ne choisis pas. On peut pas me faire choisir entre les deux sœurs Brontë, elles sont tellement géniales. Ça dépend de mon mood. Là, j'étais plutôt Hurlevent parce que le biais de... comment on appelle ça? C'était très récent ma lecture, donc j'étais encore baignée dedans. Mais en vrai, les deux œuvres se valent. Dans les deux œuvres, on a des personnages féminins très forts dans leur caractère, que ce soit Catherine ou Jane. Jane est beaucoup plus attachante. Et dans l'histoire de Jane, qui est une narration à la première personne qui est iconique, je trouve, on a donc une jeune orpheline qui a été maltraitée par sa tante, qui pour se débarrasser d'elle l'a mis dans un pensionnat de jeunes filles. Le début de Jane Eyre m'a tellement marqué dans ce pensionnat austère où il y a la maladie qui traîne avec la pauvre petite Helen Burns qui a la tuberculose. Oh, bref. Voyez l'ambiance, c'est très pluvieux, très morne, très austère, j'adore. Et donc, Jane, une fois adulte, elle va être engagée comme institutrice, comment on appelle, gouvernante, voilà, gouvernante d'une petite fille à moitié française, c'est Mr. Rochester à Thornfield. Et dans cette maison, cette demeure étrange, isolée, avec le maître des lieux très taciturne et étrange, Jane va être persuadée d'entendre des bruits étranges la nuit. Ça fait beaucoup d'étrangeté, hein. J'adore, lisez Jane Eyre. Et ça me fait une transition toute parfaite avec les manoirs, les gouvernantes et les bruits étranges, avec un autre classique beaucoup plus court, celui-là, Le Tour des Trous d'Henry James. Je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo sur les fantômes avec mon roman Miranda. Je rajoute une couche parce que c'est un classique des romans de fantômes de maison hantée. On a le côté huis clos, on a le côté gouvernante, les enfants étranges, les apparitions étranges et cette narration à la première personne, encore une fois, qui est très intéressante puisque il y a toujours le doute sur ce que dit la narratrice et ce qui se passe vraiment. C'est un classique qui a été adapté, réadapté, qui a influencé aussi des œuvres magnifiques comme les autres, le film avec Nicole Kidman, qui est un classique de maison hantée, des films d'épouvante. Donc voilà, Le Tour des Trous d'Henry James. Et moi, j'ai cette édition-là qui est illustrée par Mina M. Hop, vous voyez mieux comme ça. Et on va rester sur des recommandations de classiques avec des héroïnes, puisque là maintenant je vais vous parler de vampires, mais pas n'importe quel vampire, une vampire au féminin, avec le roman qui est une des bases du mythe du vampire. Et donc si vous avez suivi, je vais pas vous parler de Dracula, mais
de Carmilla. Regardez cette beauté. L'édition que j'ai est magnifique. Ah, attends, c'est à l'envers, voilà. Ici, comme ça. Carmilla de Sheridan Le Fanu. Ici, cette édition est illustrée par Mazzanti. C'est dans la collection Métamorphose. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de Carmilla, outre que j'adore quand c'est au féminin, parce que c'est une novella, hein. Il est court, mais de base, sur les illustrations, c'est encore plus court. Parce que Carmilla, c'est plus vieux que Dracula, ça précède le Dracula d'une dizaine d'années, je crois. Je vous remettrai les dates. Et ça a pendant longtemps été oublié, alors que, selon moi, ça a autant influencé le mythe du vampire que Dracula, et peut-être que Stoker, sûrement, même s'est inspiré de Carmilla pour écrire son Dracula. Et là, donc, on est dans un huis clos, ça se passe en Europe de l'Est, dans une campagne isolée. Il y a un monsieur avec sa fille unique, Laura, qui vivent là isolés avec leur domestique. Et un jour, en fait, il y a une jeune fille et sa mère qui ont un accident, leur calèche a un accident pas loin du château. Et la jeune fille est blessée, donc elle va rester en convalescence chez Laura et son père quelques temps. Cette jeune fille qui est magnifique, elle s'appelle Carmilla. Tout est raconté encore une fois du point de vue Laura, et on va comprendre que Carmilla, qui est un personnage qui va fasciner Laura et donc le lecteur, Carmilla est un peu étrange, elle a bien des secrets. Il y a des sous-entendus, sa fille qui est bien sûr maintenant, en tant que lecteur, lectrice du XXIe siècle, on n'est pas surpris, on comprend très vite son secret à Carmilla. Je l'ai spoilé en parlant de vampires, mais je pense que pour l'époque où, encore une fois, il n'y avait pas Dracula, il n'y avait pas eu tout ça, il y avait eu le vampire de Polidori aussi quelques années avant, mais c'était inédit ce genre de récit, donc ça devait être vraiment des récits d'épouvante à découvrir, quoi. Donc voilà, le Carmilla, et donc je vous le conseille dans toutes les éditions, mais celle-là, les illustrations sont vraiment étranges, en noir et blanc, avec des taches de rouge. J'aime beaucoup, ça correspond pas forcément au texte, mais ça rajoute une dimension étrange qui est parfaite au personnage. Et donc, ça me permet une transition. Eh oui, vous avez vu, c'est organisé là-dedans, hein. Une transition avec ma thématique suivante, ça va être les livres qui parlent de créatures. Et on va rester dans les créatures vampirique avec un classique moderne du mythe du vampire, Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Pareil, celui-là je l'ai découvert récemment sous sa forme de roman parce que je connais le film avec Tom Cruise, Kirsten Dunst et Brad Pitt que j'aime beaucoup. Il y a aussi une série qu'il faut que je regarde parce que j'ai eu que des très bons retours. Bref, je l'ai lu l'année dernière. J'ai beaucoup aimé, même si parfois Louis, notre narrateur, est un petit peu, disons, c'est pas le narrateur le plus palpitant à suivre. Disons que il correspond bien au personnage romantique qui se plaint beaucoup, qui est très mélancolique. Alors, il y en a qui aiment bien, mais moi j'ai trouvé les stats, l'autre vampire du récit beaucoup plus intéressant. Bref, parenthèse terminée. Non, moi, pourquoi je vous en parle, si vous aimez bien les vampires, vous l'avez sûrement lu, si vous voulez découvrir les vampires, il y a plusieurs œuvres clés dans l'évolution de la représentation vampirique. Il y a Carmilla, Dracula, et il y a Entretien avec un vampire, parce que Anne Rice, c'est elle la première qui va rendre les vampires un peu sexy, vous voyez. Dracula est représenté de base comme un monstre. Vraiment, il y a plusieurs adaptations au film qui glamourisent le truc, mais de base, il est hideux et terrifiant. C'est un monstre, c'est une créature, une bête. Là, en fait, il y a vraiment ce côté très romantique de l'immortalité, les sentiments. C'est des personnages vraiment qui sont fascinants dans leur histoire et dans ce qu'ils représentent. Et aussi ce côté, cet amour, cette relation homo-érotique aussi. C'est vraiment une glamourisation du vampire qui va donner plus tard, alors peut-être que certains vont écrire à l'hérésie ce que j'ai dit, mais ça va donner plus tard des œuvres comme Twilight par exemple. Et pour rester dans ce côté-là, vampire très esthétique, très mélancolique,
très poétique qu'on a dans Entretien avec un vampire. On va pousser ce curseur, on va pousser le curseur un peu plus loin avec une plume magnifique et francophone. Je parle bien entendu, hop, que je vous montre ma belle édition, de l'Apostasie de Vincent Tassi. Encore une fois, j'ai l'intégrale magnifique qui est illustrée par Minahem. Et donc dans Apostasie de Vincent Tassi, on est vraiment là-dedans et dans ce côté, ces vampires vraiment mélancoliques. Il y a un côté presque dans une beauté surnaturelle, presque elfe des forêts, mais en mode je bois du sang. Ce prince ténébreux et déchu, et ça se passe à Apostasie dans une forêt, la Sylve Rouge, qui est donc une forêt rouge, donc l'ambiance fait très automnale. C'est vraiment une œuvre qu'il faut découvrir par soi-même. Je pense que c'est un futur classique de la littérature vampirique, c'est peut-être même déjà le cas. Pour moi, il y a aussi un avant-après Apostasie dans ce qui a été fait dans l'imaginaire francophone et l'imaginaire vampirique. Il faut vraiment lire Apostasie. Peut-être que vous n'aimeriez pas, je sais pas, mais je pense que pour votre curiosité en tant que lecteur de l'imaginaire, c'est une œuvre qu'il faut lire dans sa vie. Et enfin, j'ai envie de vous parler d'une autre créature, une créature au féminin aussi, qui est un peu souvent le pendant du vampire. Souvent on va opposer le vampire au loup-garou. Moi je suis plutôt vampire, plutôt le sang-froid. Mais il y a aussi des œuvres autour de la figure du loup-garou qui se font sous des plumes féminines et francophones. Alors j'ai La laideur de la lune qui est dans ma pile à lire, que je vais lire à la fin de l'année. Donc je peux pas encore vous en parler, mais je peux vous parler de La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre, qui est ressortie cette année dans cette sublime édition. Regardez-moi, c'est chez Château d'Âme, c'est magnifique. Et là en fait on va être sur une revisite du mythe de la louve-garou. Donc c'est aussi intéressant de ne pas avoir un loup-garou mais une louve. Et c'est vraiment là, on est vraiment dans l'héritage des classiques dont je vous parlais. Alors plutôt même Dracula, puisque on va suivre en fait Émile Dupontel, qui est un jeune homme qui fait un tour d'Europe et qui va être introduit dans ce château au fin fond de la forêt noire en Allemagne, à Dunkelstadt, et qui va rencontrer leurs étranges habitants. Ça fait penser un peu à Dracula, sauf que c'est pas un vampire homme, c'est une louve-garou. J'ai beaucoup aimé l'œuvre de Magali. J'aime tout ce qu'elle fait, Magali. Et franchement, celui-là, pour découvrir ce qu'elle propose en fantastique et revisite du loup-garou, foncez. Je parle trop et du coup, mon chai latte à la voile est en train de refroidir. J'adore cette boisson pour l'automne, je sais pas vous. Et j'ai encore une transition toute trouvée entre La captive de Dunkelstadt, qu'on peut caser dans la catégorie livres gothiques. Donc, maintenant, je vais vous présenter des livres gothiques. Pareil, encore une fois, manoir, château isolé, temps pluvieux, la lande, le vent qui souffle. Pour moi, ça transpire l'automne. Et pour cela, on va repartir aux éditions Hurlevent. En même temps, quand ton nom de maison d'édition c'est Hurlevent, c'est sûr qu'on va trouver ce genre de récit là-bas. Avec, hop, que je vous montre, le roman Descendre sur tes mains de ma chère, hop, Nora Lake. Là, on est sur du pur gothique puisque ça se passe à la fin du 19e siècle en Angleterre. On va suivre une jeune orpheline. Alors, les jeunes orphelines, les jeunes filles, c'est vraiment le classique de la littérature gothique qui va être en fait recueillie par un étrange tuteur, un ami de ses parents qui sont décédés quand elle était petite. Un tuteur qui s'appelle Isaac, qui va exercer une étrange fascination sur elle. Et j'en dis pas plus parce qu'elle va très vite découvrir qu'il y a des secrets dans cette maison de son tuteur, comme bien sûr, automatiquement. Et la force de ce roman, c'est l'ambiance. Alice, notre héroïne, va être plongée dans une ambiance étrange. Et cette relation qui se noue avec Isaac, Nora, elle m'en avait parlé quand elle écrivait de ses références. C'était le film
Stalker, il y a aussi le mythe d'Hadès et Perséphone, et bien sûr la pure tradition gothique, on est là-dedans. J'ai adoré, c'est étrange, sulfureux, toxique. Ouais, lisez Descendre sur tes mains. En plus, alors là, moi j'ai la première édition, il a été en rupture de stock pendant longtemps parce qu'il a eu trop de succès. Et là, il est ressorti avec un magnifique jaspage, donc c'est l'occasion de l'avoir en encore plus beau. Là, je vais repartir sur du gothique avec des maisons étranges et des propriétaires de maisons un peu terrifiants. On va rester dans le même genre avec, cette fois aux éditions Magic Mirror, La Veuve de Barbe Bleue d'Ade Iriez. Alors, que vous voyez bien parce que ça reflète, ouais, voilà. Et donc ça, c'est une novella gothique. Donc le parti pris, c'est de proposer une suite à La Barbe Bleue de Charles Perrault. Je ne sais pas, si vous connaissez pas La Barbe Bleue, est-ce que je vous spoil? Parce qu'il faut le découvrir aussi, c'est un des traumatismes de l'enfance de beaucoup de personnes. C'est un récit qui est vraiment gothique aussi de base, avec une clé qui ouvre un cabinet sanglant, vous voyez ce que je veux dire? Et ça se finit de façon assez terrible et cathartique et assez saignante. Et là, ça se passe en fait juste après. Je suis pas une lumière, moi. Je vous dis, je vous spoil pas la fin de Barbe Bleue, regardez le titre. On comprend ce qui devient Barbe Bleue, Nina, hein? Voilà, donc du coup, on suit sa veuve qui vit toujours dans la maison où elle a vécu un calvaire. Et même si Barbe Bleue, son terrible mari, n'est plus là physiquement, peut-être qu'il est encore là d'une autre façon. J'en dis pas plus. C'est une lecture très rapide à l'ambiance top. J'ai beaucoup aimé découvrir le monde d'Ade Iriez à travers cette novella. Et dans le même genre, eh oui, transition parfaite, Le Chien Noir de Lucie Barat aux éditions du Typhon. On est sur une écriture de Barbe Bleue. Oui, j'ai peut-être une fascination pour ce conte morbide, on se ne refait pas. Là, on est vraiment, c'est décrit comme un conte gothique dans la lignée d'une autrice comme Angela Carter, que j'adore. Je l'ai pas mis là, mais j'aurais pu mettre l'œuvre d'Angela Carter. Et donc là, on est dans une écriture de Barbe Bleue, très poétique et très sombre, alors que le Barbe Bleue de base, la Barbe Bleue est très sombre. Là, c'est pire, mais c'est beau. C'est un sombre glauque et magnifique. Et je fais ma propagande de Lucie Barat tout le temps et je m'en lasse pas. J'en avais parlé, petit instant pub, dans ma vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur la fantaisie baroque. Pour moi, Le Chien Noir, ça rentre dans la fantaisie baroque en étant aussi du gothique. C'est un mélange de tout, c'est magnifique. Lisez-le. Lisez-le. Pardon. Ensuite, la catégorie suivante, c'était les maisons hantées. C'est un glissement parce que gothique, maison hantée, souvent c'est un peu la même chose aussi des fois. On peut les mettre, ça peut se recouper. Et donc je me suis dit petit instant promo, puisque ce que je vais vous parler en fait, c'est un roman que j'ai écrit qui rentre dans les deux. Il s'agit de Miranda aux éditions du Chat Noir, c'est une novella. C'est un peu plus du Southern gothique, mais c'est de la maison hantée, une revisite de maison hantée. Et ça tombe bien, j'ai dédié une vidéo spéciale à Miranda sur l'écriture, surtout les inspirations et les œuvres similaires à Miranda, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Et Miranda, c'est aussi une transition entre le début de l'automne et octobre, voyez, puisque c'est plutôt encore ensoleillé. C'est la terreur au soleil, voilà. Donc ça peut être la transition, vu qu'on est début octobre, entre fin septembre, voilà, le début d'octobre, les feuilles qui commencent à roussir, c'est le moment ou jamais. Et donc, les maisons hantées, j'adore lire les romans de maisons hantées parce que j'adore quand les lieux deviennent un personnage. Et c'est le cas en fait dans les maisons hantées, la maison est un personnage à part entière. Et donc je commence avec la référence pour moi de la maison hantée, à tel point que c'est le titre français. On le trouve aussi dans l'ancienne traduction sous le titre Hantise. Et le titre anglais c'est The Haunting of House. Vous avez sûrement entendu parler de la magnifique série sur Netflix. Il faut regarder la série, il faut lire le roman parce que la série est une adaptation très libre. Du coup, ces deux expériences
un peu similaires automatiquement, mais très différentes quand même. Et ce roman-là, que j'ai lu alors que je connaissais la série, donc je savais quand même un peu l'histoire, il m'a terrifiée. Il est terrifiant et on a le personnage d'Eleanor, Nell, qui, alors de mémoire, c'est pas une narration. Ouais, c'est une narration à la troisième personne, mais pourtant on est tellement centré autour d'Eleanor que c'est tout comme, et on est complètement biaisé, on suit cette spirale paranoïaque dans laquelle elle tombe à cause de cette maison dans laquelle elle est enfermée. En fait, on suit un professeur qui veut faire une expérience un peu scientifique dans cette maison qui est réputée maudite hantée. Il va en fait recruter des gens, dont Eleanor, qui ont une sensibilité par rapport à tout ce qui est surnaturel, paranormal. Ça va partir en cacahuète. Lisez Shirley Jackson. Je pense, j'ai envie en tout cas, de faire une vidéo dédiée à Shirley Jackson un jour. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi j'aime bien quand il y a un classique proposer quelque chose qui se fait actuellement, donc une sortie récente et une sortie francophone en plus. Je vais vous proposer À l'ombre du manoir de Lizzie Felton aux éditions du Chat Noir. Parce que déjà j'aime beaucoup Lizzie, j'aime beaucoup ce qu'elle propose et ce roman je l'ai beaucoup aimé. Pour l'instant j'ai lu que le tome 1 et le tome 2 je vais me le réserver bientôt, c'est la saison. Je l'ai beaucoup aimé ce tome 1 parce qu'on suit en fait une famille, donc Violette, son mari et ses 4 enfants, donc ils sont 6, qui vont en fait racheter le manoir qui fascinait Violette dans son enfance de mémoire, pour le retaper, etc. Et bien sûr il va y avoir des choses étranges qui vont arriver à chacun des membres de la famille. Et en fait cette histoire-là, dans son ambiance, dans ce côté très familial, très important, ça m'a fait penser donc à l'adaptation dont je vous parlais, The Haunting of Hill House, qui suit également une famille dans une maison. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce que propose Lizzie. Et je vous conseille donc À l'ombre du manoir aux éditions du Chat Noir. Et là, je vais vous faire une recommandation en anglais. Alors je suis désolée pour les personnes qui ne lisent pas l'anglais. J'espère que ce roman sera traduit un jour parce qu'il le mérite. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en fait, il m'a tellement filé les chocottes que j'étais obligée d'en parler. The Silent Companion de Laura Purcell. Voilà, j'ai cette édition-là qui est très jolie. Rien que ça, là, l'œil, là. Moi, ça me fait bader. Et alors, ça pourrait aussi rentrer dans le gothique, puisque c'est un roman d'époque. En fait, on suit Elsie, qui est la pauvre Elsie, en fait, elle a à peine marié qu'elle est déjà veuve, parce que son mari, qui était allé quelques jours avant dans le manoir familial, a été retrouvé mort là-bas. Donc elle est enceinte, elle s'installe là-bas avec sa belle-sœur et tout. Et un jour, en allant dans un antiquaire, elle trouve en fait un compagnon silencieux. C'est en fait, comment écrire ? C'est une figure de bois, donc c'est plat, mais c'est peint en trompe-l'œil comme un personnage en fait. Comme un petit personnage, donc à taille humaine, c'est une taille d'un enfant. Et du coup, ça existait peu dans la Renaissance néerlandaise, je crois, hollandaise. Et donc, elle achète ça parce que elle trouve ça intéressant, fascinant, et elle va le mettre dans sa maison. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète, puisque un jour, par exemple, en se promenant dans le jardin, elle va apercevoir le compagnon silencieux à une fenêtre alors qu'elle était persuadée qu'il n'était pas dans cette pièce. Et la nuit, elle va entendre dans l'étage au-dessus de sa chambre, qui est condamnée pourtant, des bruits de grincement de roi. Ce genre de choses. Alors moi, à partir du moment où il y a un objet qui ressemble à un humain, un objet humanoïde inanimé qui commence à bouger quand on le regarde pas, ça me fait vriller. Genre, si vous connaissez Doctor Who et les anges là, ça me terrifie ce truc. Ce roman-là, j'avais anticipé, j'ai lu pendant la journée. Ça n'a pas suffi. Et j'ai j'ai vu récemment qu'il y avait une suite qui était prévue où ça se passe plusieurs années après ou avant, je sais plus, mais ça se passe en fait dans le même manoir. Est-ce que j'ai réussi à vous donner des chocottes ? J'espère.
Alors pour contrecarrer ce côté un peu frissonnant, je vous propose des lectures vraiment plutôt cosy, cosy d'automne, sachant que je ne lis quasi pas de cosy, donc mon choix était vite fait, j'avais que 3 lectures, donc il n'y en aura que 3, voilà. Le premier tome d'Anne de Green Gables, Anne des Pignons Verts. Alors en vrai ça pourrait se lire à n'importe quelle saison, je sais qu'il y en a qui l'associent au printemps, mais dans ce roman qui suit une petite orpheline qui est adoptée par un couple d'une frère et sœur, enfin c'est pas un couple pas romantique, mais un frère et une sœur qui se sont jamais mariés, du coup qui vivent dans une ferme et tout. Il l'adopte et on va suivre ses aventures à l'école avec ses copines, avec Gilbert et tout, qui est amoureux d'elle et tout. J'adore moi j'adorais La Petite Maison dans la Paris quand j'étais petite, c'est pas exactement pareil, mais c'est le même genre en fait on suit les aventures d'une petite fille, c'est très cosy. Et en fait, dans le tome 1, elle dit un truc, je sais plus, comme je suis heureuse de vivre dans un monde où le mois d'octobre existe. Et voilà, ça, j'associe ce tome à l'automne. Et je l'avais lu en automne aussi, donc je l'associe à l'automne, voilà. Le deuxième que je vais vous présenter fait beaucoup plus automnal. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Les filles de Witch Hazel House, mais rien, est-ce qu'on peut faire plus automnal et plus cosy que ça? On va suivre en fait 4 jeunes filles qui étudient la littérature dans une espèce de petite maison cottage en automne, et il va y avoir des événements un peu paranormaux. C'est de la cosy horreur, donc ça fait un petit peu frissonner, mais pas trop, franchement ça ira, je pense. Et du coup elle va enquêter sur ce qui s'est passé dans cette maison, et c'est vraiment très amitié entre filles, sororité, cosy, elles sont là avec leur plaid, elles étudient des autrices comme Angela Carter et tout ça, comme Shirley Jackson, enfin vous voyez ce genre de choses, bah, le rêve quoi. Et être avec 4 amis dans une maison cosy et passer sa journée à étudier des autrices. Bon, le côté fantôme est un peu plus dérangeant, mais quand même, c'est cool comme ambiance. Et petit instant encore promo. Je peux pas vous présenter l'objet livre avec moi parce que je l'ai pas en ma possession à l'heure où je tourne la vidéo. Aux éditions du Chat Noir, il y a le recueil, l'anthologie de nouvelles automnales et cosy, La Saison des Enchantements, dirigée par Guimauze du Théâtre Guimauze, la créatrice du Pumpkin Autumn Challenge. Et dedans, bah, c'est des nouvelles cosy. Donc automne cosy, on peut pas faire plus adéquat. Et il se trouve que j'ai signé la dernière nouvelle du recueil qui s'appelle Pétrichor. Donc Pétrichor, c'est le nom qu'on donne à l'odeur de la terre après la pluie. Et j'adore, pour moi ça fait... J'associe tellement cette odeur-là, un peu de l'humus, les feuilles mortes, la pluie, à l'automne. Donc voilà, je vous laisse découvrir ma nouvelle si vous avez le recueil en votre possession. Vous avez vu le cosy, j'avais moins de trucs à dire. Mais ça va changer, ça va changer. Je vais me mettre un peu au cosy, c'est pas ma faute si j'ai une âme ténébreuse. Et j'ai une âme ténébreuse, mais j'ai aussi une âme très poétique et très mélancolique. Donc j'aimerais bien vous parler un peu de 2 recueils de poèmes, parce que j'aime beaucoup les poèmes, et je trouve que l'automne, c'est une saison qu'on associe à la mélancolie, à une certaine douceur, à une certaine beauté dans l'hiver qui s'installe peu à peu. Vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi j'aime beaucoup lire de la poésie en automne. Et donc j'ai 2 recueils que j'aimerais bien vous présenter. Alors, je ne serais pas Nina Gorlier si je ne parlais pas de Victor Hugo. Les Contemplations de Victor Hugo, c'est un recueil de poèmes qu'il a écrit notamment après... Oh là, attention, ça va être joyeux. Notamment après le décès de sa fille Léopoldine. Donc moi, ça parle de mélancolie, de deuil. C'est quelque chose, des thématiques qui me parlent beaucoup. Et je trouve ces poèmes sublimes. Il y a dedans, je pense... Peut-être mon poème préféré de tous les temps, c'est qu'elle avait pris ce pli de Victor Hugo. Voilà, faut découvrir les Contemplations si c'est pas déjà fait. Il faut lire tout Victor Hugo. Alors, de toute façon, lisez tout Victor Hugo. Je fais peur quand je fais ça. Hein. Oh, il se peut que l'année prochaine, je fasse une relecture des Misérables et que je vlogue tout ça et qu'on en rigole ensemble. Et que je fasse une tier list des adaptations des Misérables parce qu'il y a une nouvelle adaptation qui sort en 2026. Il se peut, j'ai plein d'idées, vous voyez. Bref. Et, ça tombe bien, je parle des poèmes de Victor Hugo et je connais une autrice et une poétesse très talentueuse qui adore Victor Hugo autant que moi. Il s'agit de Perceline, mon amie Perceline, qui
tient la chaîne YouTube Barocco Podcast et Lecture, qui est déjà venue plusieurs fois sur la chaîne. Et donc, elle a publié un recueil qui s'appelle Pensées d'octobre. Et est-ce qu'on peut faire plus automnal que ça? En fait, elle avait fait il y a quelques années le challenge October Write, je sais plus. En fait, c'était tous les jours d'octobre, il fallait écrire un petit poème. Il y a le Inktober où tu dessines tous les jours, et là, c'était un poème tous les jours. Et elle a regroupé tous ces poèmes dans ce recueil qui est auto-édité, qui est illustré par Dame Ange, j'adore, c'est très, très cosy, très, très joli. Et voilà, il faut lire aussi ce qu'elle a fait. Persoline, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touchée. Et parce qu'on a aussi des références communes là dans le poème qui est écrit en 4e de couverture. On a des références à Ophélie, donc dans Hamlet, au Petit Chaperon Rouge, à La Belle au Bois dormant. Ça me parle. Je vais vous parler de contes. De réécriture de contes. Voilà, je vous ai dit que Perceline parle de Chaperon Rouge et de Belle au Bois dormant parce qu'elle aime bien les contes. Bah moi c'est ça, j'ai quand même écrit 4 réécritures de contes. Donc je vais vous parler de réécritures de contes que j'associe à l'automne. Notamment par exemple on a L'Enfant des Bois d'Annabelle Blangier chez Magiquement Édition, qui est une réécriture d'Hansel et Gretel, donc vous savez avec la sorcière qui mange les enfants. Et qui s'intéresse justement à cette sorcière Yara. C'est pas mon préféré d'Annabelle. Moi j'avais adoré le musicien chez le même éditeur, mais je trouve que c'est celui qui est le plus automnal des 3 qu'elle a fait. Et comme j'ai envie que vous découvriez Annabelle, et bah j'ai décidé de parler de celui-là dans cette vidéo. J'en profite parce qu'on est chez le même éditeur toutes les deux, mais moi j'ai La Mélodie des limbes que j'ai écrite. Décidément, j'arrive pas, la caméra elle est inversée, donc voilà, je galère. Hein. Booktubeuse en carton. La Mélodie des limbes, je vais sortir une vidéo dédiée aux inspirations et aux œuvres similaires à la manière que j'avais fait de Miranda. Donc ça sortira en novembre, je pense, parce que c'est un texte que j'associe vraiment, vraiment beaucoup à l'automne. Ça se passe dans un royaume à l'automne éternel, les limbes. On va suivre une jeune fille, Elisabeth, qui va descendre dans les limbes et que c'est une catabase, à la manière d'Orphée qui descend chercher Eurydice, ou Dante qui va aux enfers pour voir Béatrice. Là, en fait, on suit donc Elisabeth qui descend dans le royaume des morts, les limbes, pour sauver l'âme de son grand frère Frédéric. Et donc c'est une ambiance très poétique, mélancolique. C'est inspiré du conte des 7 corbeaux. Donc il y a vraiment l'imagerie des corbeaux. Et vraiment, moi j'associe l'automne à sa mélancolie et sa beauté, et cette transition vers l'hiver à cette transition vers une forme de mort. C'est une forme de tristesse poétique. Voilà. Je vous en reparle bientôt. Et enfin, je vous parlais d'Hansel et Gretel dans L'Enfant des Bois. Hansel et Gretel, c'est une variante française Non, Hansel et Gretel, c'est une variante allemande du Petit Poucet qui est français. Je vais y arriver. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler de Délicieux enfants de Flore Vesco à l'école des loisirs. Flore Vesco, c'est une des queens, des reines françaises de la réécriture de contes. Elle en a publié plusieurs chez ses éditeurs. Je vous les conseillerais toutes, mais celle-là, je trouve que c'est une des plus automnales, déjà que la couverture. Et c'est une revisite très 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 intelligente de l'histoire du Petit Poucet. Elle joue avec les mots comme d'habitude, d'une façon tellement maligne, quoi, espiègle. J'aime beaucoup, elle arrive à piéger le lecteur, alors pourtant qu'on connaît l'histoire du Petit Poucet. Et c'est aussi un très beau récit sur le girlhood. Vraiment l'enfance, mais l'enfance spécifique des petites filles et de la découverte de la féminité. Lisez du coup de Délicieux enfants de Flore Vesco. Je finis mon chai latte. Ça y est, il est froid. Et pour terminer, dernière catégorie, j'aimerais bien vous recommander des romans qui ont des vibes automnales. Juste l'ambiance, l'atmosphère, c'est l'automne. J'aurais peut-être pu les mettre ailleurs, je sais pas, mais juste voilà. Ils sont tellement représentatifs de l'automne, c'est le genre d'œuvre que je ne peux pas lire dans une autre saison, parce que moi, c'est automne-core, quoi. vous allez comprendre. Par exemple, si je vous parle, bah là, c'est dans le titre, hein, de Automne de Philippe Delerme. Voilà. Alors, c'est pas vraiment que ça se passe
que l'automne est tant mis en avant que ça, mais en fait c'est lié à un mouvement pictural que j'associe souvent à l'automne. C'est lié en fait au mouvement des peintres pré-raphaélites en Angleterre. Je vais vous mettre quelques images là, mais la peinture représente bien ça. C'est Dante Gabriel Rossetti ou comment il s'appelle, celui qui a fait l'Ophélie, Millet, si j'avais bon. Et donc on va suivre ce groupe d'amis, ce groupe de peintres. Donc j'adore l'esthétique, et notamment une jeune femme qui s'appelle Elisabeth Siddal, qui était elle-même peintre et poétesse, je crois, qui a été la muse de ces hommes, c'est elle qui est sur le tableau Ophélie par exemple. Une jeune femme qui avait une chevelure flamboyante, rousse, qu'on associe à l'automne et tout. Et j'ai beaucoup aimé ce roman, je pense que je le relirai bientôt. Mais voilà, Automne de Philippe Delerme, si vous aimez bien un peu tout ce qui est cette esthétique picturale. Ensuite, je vais vous présenter un roman plutôt plus ado-jeunesse, Minuit sur Dôme de Jérémy Angelo, aux éditions Twinkle. Alors, je parlais de Cozy tout à l'heure, si vous aimez bien le Cozy, foncez, les éditions Twinkle sont faites pour vous. Il y a Jérémy Angelo, il y a Laetitia Arnoux qui ici sont publiés là-bas. Enfin, Laetitia, elle fait plein d'œuvres très très cosy que je vous recommande, donc foncez. Et dans Minuit sur Dôme, en fait, on va suivre alors Célio qui va déménager de mémoire donc à Dôme, ça se dit Dôme, je crois. Nina. Dans le Périgord noir, qui va rencontrer en fait Léa Cardi, qui est une jeune fille un peu étrange, comment dire, un peu fantasque, et il y a l'ambiance château hanté, l'ambiance automnale, etc. Et voyage dans le temps, on a aussi en même temps des scènes qui se passent dans le passé au Moyen-Âge, où il y a une étrange épidémie qui terrasse la population. Ouais, franchement, j'avais bien aimé. C'est plus jeunesse que certaines autres œuvres que je vous ai présentées, mais c'est pas mal. Je pense que je vais par exemple le prendre pour mon collège. C'était sympa. Pour l'instant, j'ai lu que ça de Jérémy, mais j'aimerais bien découvrir ce qu'il a fait d'autre. Et chez Twinkle Éditions, ils ont également fait un recueil qui s'appelle La bibliothèque du manoir, 10 contes particuliers pour un automne victorien. J'ai pas encore lu, j'avais lu quelques nouvelles, regardez, mais j'aimerais bien le continuer parce que les contes victoriens et l'ambiance en tonale, c'est parfait. On a par exemple Elise Segreen qui a fait chez Gulfstream Steve Saylor. Il y a Laetitia, bien sûr, Jérémy, Sacha Bazé qui est chez Naos. On a Johanna Marine qui est une autrice que j'aime beaucoup, et avec Adjit Twice ils ont fait une nouvelle. Il y a plein de beaux mondes. Nancy Guilbert, plein de beaux mondes. Donc voilà, je vous recommande celui-ci. Et enfin, deux novellas aux éditions du Chat Noir. Deux novellas qui sont toutes les deux poétiques, avec des ambiances très automnales, très pluvieuses. Alors il y a Sous un cahier d'immortel de moi-même, qui ça se passe juste après la Première Guerre mondiale, et on va suivre donc Bénédicte, un jeune médecin de campagne qui va se rendre dans un sanatorium au milieu de la forêt, donc forêt automnale, il pleut sans cesse, très humide, où en fait il y a une jeune femme qui est victime d'une maladie étrange, fantastique, dans le sens qu'on dirait que des fleurs lui poussent dans les poumons. Et en même temps, Bénédicte, qui va enquêter sur cette étrange maladie, lui, va être hanté par les souvenirs de l'avant-guerre, les souvenirs de son amant Arthur qui est parti à la guerre, qui n'est jamais revenu. C'est un roman que j'ai voulu très poétique et très mélancolique, et vraiment l'ambiance, je pense que c'est une ambiance parfaite pour le mois de novembre, par exemple. Et enfin, Le Respire de Sinclair Hachi aux éditions du Chat Noir. On est sur un Pierre qui est un lycéen étrange, qui a des idées assez noires et qui va avoir une fascination pour son nouveau professeur qui semble mort et vivant à la fois. Voilà. Je sais pas comment décrire. La plume est magnifique, on est sur mais c'est du glauque magnifique à la manière de Baudelaire. On est sur un personnage qui adore aller s'allonger sur les tombes du Père Lachaise. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu un ovni littéraire, c'est indescriptible. Voilà, c'est écrit gothique, spleen lycéen, ça veut tout dire, et thanatophilie. Bon, c'est pas pour tout le monde.
Voilà, si vous savez, ça veut dire quoi. Mais franchement, ça a été une claque cette œuvre. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi, j'ai été transportée par Respire. Voilà. Et voilà, il me reste 2 minutes pour conclure. J'espère que cette vidéo, ces recommandations automnales vous ont plu. Je suis désolée, j'ai été un peu rapide pour la plupart parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et c'est vraiment un passage en revue. Je voulais pas faire mon avis sur tout. Enfin, si je les mets dans cette vidéo, c'est que je vous les recommande. Est-ce que vous connaissez ces œuvres Est-ce que vous aurez des lectures d'automne à me recommander? Dans ce cas-là, mettez-moi ça en commentaire. Si le format vous a plu, je pense que je recommencerai l'année prochaine avec une nouvelle sélection. Si vous êtes allé jusque là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit emoji automnal, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, partager la vidéo. Enfin, je vous refais ma tirade à chaque fois, mais c'est pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis dans 2 semaines, on va se retrouver dans 2 semaines sur une vidéo sur la prochaine adaptation d'Eau dure le vent. Je me suis calmée au mois d'octobre parce que j'ai plus le temps de filmer en ce moment parce que je suis en salon tous les week-ends, donc je peux plus filmer. Donc voilà, j'ai un peu diminué le rythme de parution. Et je pense que à partir de maintenant, il y aura 3 vidéos par mois et au lieu de 4. J'espère que ça ira pour vous. Mais voilà. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à dans 2 semaines pour parler d'Eau dure le vent. Bisous!